Voilà, je m'appelle Philippe Durand, je suis président de la Société Tarnaise de Sciences Naturelles. La botanique n'est pas mon métier, j'étais professeur de mathématiques. Le titre de l'intervention, c'était le nombre d'or en botanique, avec en relation la suite de Fibonacci et les spirales, dont on voit l'effet sur les capitules des astéracées, comme par exemple le tournesol, c'est le plus typique. Et ce qui était intéressant, à mon avis, c'était le fait qu'on explique mathématiquement un phénomène naturel qui fait apparaître le nombre d'or, la suite de Fibonacci et les spirales. Et ce sont des propriétés qui ont été étudiées séparément, sans rapport les unes avec les autres, et qui se retrouvent toutes condensées dans la phyllotaxie des plantes à phyllotaxie alterne spiralée, et surtout dans les capitules des astéracées. L'importance du sujet, c'est la curiosité scientifique. Et le fait de faire le pont entre mathématiques et botanique, qui, semble-t-il, n'ont pas beaucoup de rapport entre eux, mais si. Durand, alors Philippe, il est prof de mathématiques retraité. Il est président de la Société Tarnaise de Sciences Naturelles, un département qu'il a exploré en large et en travers. Et puis, il y a maintenant, je ne sais plus, 3 ans, 4 ans, il nous a contacté avec Bruno de Foucault. Alors, Bruno n'est pas là aujourd'hui, mais comme vous le savez, Bruno, entre autres choses, est le rédacteur en chef de Carnet Botanique, la revue de Glasgow, en nous disant j'ai fait un gros travail qui est volumineux et qui est difficilement publiable dans des revues traditionnelles, puisqu'il faisait de mémoire 150 pages, à peu près. Hein, voilà. Et donc, comme Carnet Botanique, c'est aussi l'occasion pour moi d'en parler, est un format de revue qui est adapté à peu près à tous les formats d'articles, vu qu'il est intégralement en ligne. On lui a dit qu'on accepterait avec grand plaisir son travail sur la phyllotaxie. Alors, on a pas mal souffert avec Bruno parce qu'il a fallu, en termes de mise en version HTML, etc., il y a beaucoup d'illustrations, c'est très volumineux. Mais pour la petite histoire, cet article fait partie des 2 articles parmi les bientôt 300 articles publiés dans Carnet Botanique qui sont les plus lus et qui encore aujourd'hui, chaque semaine, dans les statistiques, apparaît dans les pages les plus regardées de Carnet Botanique. Donc c'est un travail très original, en tout cas pour les botanistes, mais particulièrement intéressant. Et donc Philippe va nous en faire une synthèse en 20 minutes. Voilà le challenge. Pierre m'avait dit, fais un peu attention au niveau que tu présenteras en mathématiques. J'ai dit, pas de problème. Voilà, on va partir à ras des pâquerettes. Alors, comme le dit le texte, ça reprend l'article, Pierre vient de le dire, qui a été publié en 2020. Donc là, j'ai pas mis de commentaires, mais on voit que toutes les fleurs, toutes les inflorescences, que je présente sur ces photos, présentent, vous le voyez ici, un certain nombre. Alors, non, ça n'a pas l'air de bien marcher là. Un certain nombre de dessins qui se forment sur les fleurons du centre des capitules. Vous voyez qu'il y a comme des spirales qui apparaissent. Donc, on va passer au suivant. Je me trompais de sens. Alors, on va faire d'abord un tout petit peu de mathématiques, puisque ça fait intervenir des notions aussi disparates. Ah, ça a sauté. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté. Ouais, non, c'est bon, ça avait sauté. Là. Il y a un préambule mathématique qui consiste à définir le nombre d'or, l'angle d'or, la suite de Fibonacci et également les spirales, comme on le verra tout à l'heure. On commence par le nombre d'or et l'angle d'or. Alors, le nombre d'or, ce n'est pas écrit sur la diapo, mais je le dis. Le nombre d'or aurait été connu par Pythagore il y a un peu plus de 2500 ans,
mais n'est mentionné que 200 ans plus tard à peu près, dans les éléments d'Euclide. Le nombre d'or est inconnu en Europe occidentale jusqu'à l'apparition en 1509, illustré par le livre s'appelle De Divina Proportione, ouvrage de Luca Pacioli, illustré par Léonard de Vinci, qui expose les connaissances des mathématiciens arabes issus de leurs propres recherches ou alors de recherches héritées des connaissances accumulées dans le Moyen-Orient depuis la plus haute antiquité. Dans cet ouvrage de Luca Pacioli, le nombre d'or est appelé section dorée. Et comme dans les éléments d'Euclide, on verra tout à l'heure pourquoi c'est illustré de cette manière, il est défini de manière purement géométrique par la division d'un segment en extrême et moyenne raison. Alors, pour la définition, vous le voyez sur la diapo, lorsque vous avez un segment A que vous partagez en deux segments B et C, tels que A égale B plus C et A divisé par B égale B divisé par C, eh bien on obtient ce qu'on appelle la division en extrême et moyenne raison. Bon, au départ, ça ne présente rien de particulier, on verra par la suite. Alors, lorsque le B et C mesurent non pas des longueurs de segments, mais des arcs de cercle sur un même cercle, ben, à ce moment-là, on obtient l'angle d'or. C'est-à-dire que l'angle d'or, c'est le plus petit des deux arcs. Ah zut, c'est passé. Le plus petit des deux arcs, qui fait 137,5 degrés, qui divise le cercle en extrême et moyenne raison. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors, la suite de Fibonacci, excusez-moi. Alors, Leonardo Fibonacci est connu pour la description peu commune de la suite qui lui est attribuée. Elle est définie à partir de lapins qui se reproduisent à une certaine vitesse. Publié en 1202 dans son ouvrage Liber Abaci, mais dont il n'est pas l'auteur, comme la plupart des auteurs anciens. Pythagore n'est pas l'auteur de son théorème, Thalès non plus, et Fibonacci n'est pas l'auteur de sa suite, qui était connue environ 1400 ans plus tôt par des mathématiciens hindous. Donc c'est quelque chose qui a fait le tour de l'Antiquité sans que ce soit utilisé de façon régulière. Alors c'est une suite additive à croissance exponentielle, c'est-à-dire que la croissance est extrêmement rapide, définie par ces deux premiers termes, 1, 1, et ensuite les suivants sont définis comme somme des deux précédents. Donc vous avez 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, etc. Et la croissance est extrêmement rapide, puisque le 10e terme vaut 89, le 15e vaut 987, et le 20e 10 946. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle, c'est-à-dire de type fonction puissance pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques. Alors on va passer ensuite au rectangle d'or, construction à la grecque. Je vous indique pourquoi les Grecs faisaient cette construction et non pas un calcul direct. Dans la Grèce antique, les mathématiciens excellaient en arithmétique et en géométrie, mais ils ne disposaient pas d'un système de numération de position dans lequel 0 est un nombre à part entière. Ce n'est apparu chez nous qu'avec le système décimal amené par les mathématiciens arabes. Et donc, ils ne pouvaient effectuer que des calculs simples sur de petits nombres, addition, soustraction, multiplication, division avec reste, effectués sur un abaque. Un abaque, c'est une table de calcul qui utilise des jetons, lesquels jetons sont appelés calculus. Donc, calcul. Alors, impossible à calculer avec un abaque, la valeur numérique du nombre d'or était obtenue par construction à la règle et au compas d'un rectangle d'or dont les côtés sont dans la même proportion. Alors, on sait, depuis qu'on sait calculer les racines carrées sans problème, on le verra tout à l'heure, que le nombre d'or a pour valeur 1 plus radical de 5 sur 2. Donc, vous voyez que sur la figure, le segment AI a pour longueur 1, le triangle IMN est rectangulant M. Donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 5. Donc la ligne rouge, c'est racine de 5. On fait un petit coup de compas
pour l'amener sur la droite à M, et on trouve le point B. Donc il est bien évident que AB est égal à 1 plus racine de 5. D'accord? Et à ce moment-là, le nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Donc voilà comment le grec calculé. Une fois qu'il est calculé, on peut le reporter avec un compas et une règle pour évaluer sa valeur par rapport à d'autres nombres. Ils ont cherché désespérément pendant très longtemps et ils n'ont pas trouvé un quotient de forme A sur B dans lequel A sur B serait exactement le nombre d'or. En fait, il n'y en a pas puisque c'est un nombre irrationnel. Alors à partir de cette figure, ici, alors attendez que je revienne ici, à partir de cette figure, on peut définir le rectangle d'or. Alors le rectangle d'or qui a été construit précédemment, je le reprends, je reprends le carré qui maintenant s'appelle ABCD, et je considère le rectangle BEFC. On peut remarquer qu'il a les mêmes dimensions que le triangle AEFD, le triangle d'origine, divisé par le nombre d'or. C'est-à-dire que c'est une réduction du rectangle initial. Et on continue, c'est-à-dire qu'à partir de là, vous avez le rectangle BEHG, puis BJIG, etc. Et vous voyez que finalement, le rectangle d'or sera pavé avec une suite de carrés de plus en plus petits qui vont s'enrouler autour du point rouge. Ça nous servira tout à l'heure pour construire... je sais ce qui m'arrive. Je touchais la palette d'ici, là. Bon. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau de la spirale qui peut-être peut s'inclure là-dedans. On va rapidement donner ce qu'on appelle des coordonnées polaires. Vous n'êtes peut-être pas habitué à les manipuler, mais c'est extrêmement commode quand on regarde un radar où avions et bateaux sont déterminés, localisés par leurs coordonnées polaires, c'est-à-dire direction, distance. La direction est donnée par un angle par rapport à un axe de référence, et la distance est en kilomètres chez nous. Donc, sur la figure, les coordonnées polaires du point M sont la distance R et l'angle β. Sur la figure, R égale 5 et β égale 40,78 degrés. J'ai pris n'importe quoi comme opposition. On continue. À partir de ça, on peut définir des spirales. On va voir que les spirales sont très utiles en phyllotaxie. Alors, l'équation polaire d'une spirale d'Archimède, mathématicien grec donc, est de la forme R égale kβ, c'est-à-dire que le rayon est proportionnel à l'angle. Oula, je vais accélérer parce que sinon... Donc là, ici, ça c'est une spirale dont les spires sont éloignées de la même quantité. Bon, je passe à la suivante. Une spirale logarithmique, vous avez ici une équation de type R égale exponentielle de k fois β, et à ce moment-là, la spirale va s'ouvrir régulièrement, et à ce moment-là, la distance entre AB et BC, comme vous voyez en bas, c'est BC égale AB que multiplie E exposant 2π sur 5. Donc au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, les spires s'écartent. Revenons maintenant à la spirale d'or qu'on va comparer à la spirale logarithmique. La spirale d'or, on le voit ici, c'est la ligne rouge. Elle est formée par des quarts de cercle, le premier de centre A de rayon 1, le deuxième de centre B et de rayon 1 sur phi, etc. Et donc, vous voyez qu'elle est quasi superposée à une ligne bleue. La ligne bleue est une vraie spirale logarithmique. La ligne rouge, c'est la spirale du nombre d'or. La différence tient à des petits détails en dehors de ce qu'on voit directement. Le centre de courbure de la spirale logarithmique
c'est successivement A, B, C, D, E, etc. Et le rayon de courbure varie continuellement. Le rayon de courbure est divisé par phi à chaque quart de cercle. Alors que sur une spirale logarithmique, le centre et le rayon de courbure varient de manière continue. Donc je passe. Alors, on va passer maintenant au pentagone régulier. On se demande bien ce que ça peut faire là, avec le nombre d'or. Lorsque les mathématiciens grecs ont réussi, après plusieurs siècles d'essais, à construire à la règle au compas un pentagone, ils ont eu la surprise de s'apercevoir, et ça donnait tout son sens au nombre d'or, que le nombre d'or apparaît dans le pentagone. Donc dans le pentagone à gauche, construction du pentagone régulier, c'est une construction récente. Je ne vous donne pas la construction d'Euclide, elle est beaucoup plus compliquée. On s'aperçoit que, quand on passe à côté, on peut en déduire à droite un pentagone étoilé. Et à ce moment-là, dans le pentagone étoilé, si on prend ici AC, la distance AC, AD, EB, EC, etc., les 5 distances qui vont d'un sommet, non pas au suivant, mais à celui d'après, cette distance est égale au côté du pentagone régulier multiplié par phi. C'est-à-dire que le nombre d'or apparaît directement là. Donc pour les mathématiciens grecs, surprise, ils ont pris ça comme une découverte d'un secret des dieux dans la fabrication de l'univers. Et c'est de là que viennent toutes l'ésotérie qui tourne autour du nombre d'or. On continue. Alors maintenant, on va passer à la valeur numérique du nombre d'or et de l'angle d'or. Avec les connaissances actuelles, quand vous prenez A égale B plus C et A sur B égale B sur C, eh bien vous obtenez, après les simplifications qui sont données, l'équation du second degré, x2 moins x moins 1 égale 0. Tous les lycéens qui font des mathématiques, il y en a qui n'en font pas, savent résoudre cette équation, dont la valeur numérique est 1,6180 à 10-4 près par défaut. De même, pour l'angle d'or, on trouve un angle de 137,5 degrés, valeur usuelle. Développement de phi en fraction continue. Alors les Grecs ne savaient pas calculer les solutions des équations du second degré, et jusqu'au XVIe siècle, on ne savait pas non plus calculer ce nombre en Europe. Mais on s'était aperçu que, si vous voyez ici ce qui se passe, vous avez, dans la relation précédente, vous aviez phi égale 1 plus 1 sur phi. Et on trouve là-dedans un algorithme qui se reproduit dans lui-même. C'est-à-dire que, ici, c'est ce qu'on appelle en informatique une formule récursive. Donc on va prendre phi dans la relation phi égale 1 sur phi, le remplacer par 1 plus 1 sur phi, je vais très vite là maintenant, et à ce moment-là, on trouve la décomposition qui est ici. Là, celle-là, ici, là, 1 égale 1 plus 1 sur 1 plus 1, etc., à perpète. Et à ce moment-là, quand on calcule les réduites de ce développement, c'est-à-dire fraction après fraction, on s'aperçoit que chaque réduite est le quotient de 2 termes successifs de la suite de Fibonacci. Surprise. Vous voyez que tout est imbriqué, mais ce sont des notions qui ont été développées à des époques différentes. Et donc, on va passer à la phyllotaxie. Évolution des connaissances sur la phyllotaxie. Eh bien, jusqu'à la fin du XXe siècle, on savait depuis 1754 qu'on pouvait trouver une spirale générative. Depuis 1831, le nombre de parastiches, les parastiches, c'est les spirales secondaires qui apparaissent. La spirale générative elle-même, on la voit difficilement parce que entre un fleuron et le suivant, il y a 137,5 degrés. Donc il faut faire un peu plus d'un tiers de tour.
On ne le suit pas naturellement. Ensuite, on s'est aperçu donc, que c'était des nombres de Fibonacci, de termes consécutifs. Ensuite, on s'est aperçu que le primordium apparaît périodiquement dans le plus grand espace disponible. Et à ce moment-là, dans les années 60, on en était arrivé là. Donc, vous voyez comment se disposent les primordiums autour de l'apex qui est au milieu. À droite, une figure de Jean-Edme Loiseau, qui ne parle pas de spirale, mais d'hélice. Et il a raison, parce qu'une spirale, c'est une courbe plane, alors que l'hélice est une courbe qui s'enroule autour du dôme formé par l'apex, c'est-à-dire le sommet de la courbe. Alors, à partir de là, ici, je rappelle rapidement ce qu'on sait actuellement. Les observations anciennes et simulations récentes permettent de décrire la formation et la croissance des primordia, futures feuilles ou pièces florales, par un processus unique, dynamique et auto-organisé, génétiquement programmé, qui fait intervenir un jeu complexe d'interactions. Le méristème apical, c'est-à-dire là où se développe le sommet de la tige, est en forme de dôme. Il est composé de quelques dizaines de cellules indifférenciées, issues de la cellule centrale, capables, elles, de se diviser tout au long de la croissance de la plante. Ne pouvant se former dans le méristème lui-même, chaque primordium se forme en bordure du méristème. Lors de leur croissance, les primordia déjà formés s'éloignent simultanément de l'apex et les uns des autres, libérant périodiquement un nouvel espace de moindre inhibition, dans lequel se formera le primordium suivant. Et donc, ce processus, bien que localement contraint par des pressions réciproques exercées en cours de croissance par les cellules en division, le gravitropisme, c'est-à-dire la gravité, le phototropisme, l'attraction de la lumière, est globalement explicable par le modèle de réaction-diffusion d'Alan Turing, qui a été trouvé dans les années 50, car il dépend de concentrations locales en différentes phytohormones dont les principales sont l'auxine, qui active la division des cellules, les cytokinines, qui stimulent la division cellulaire et régulent la croissance des bourgeons axillaires, et les gibérellines, qui agissent sur l'élongation des entrenœuds. Les concentrations de ces phytohormones sont liées à la fréquence d'apparition des primordia, à la taille des zones d'inhibition qu'ils engendrent, à leur vitesse de croissance, à la vitesse d'éloignement du méristème, et les uns des autres, parce que quand la tige s'accroît en diamètre, ils s'éloignent naturellement. Et en plus, elles sont modulées par une protéine qui détermine, à ce moment-là, les entrenœuds entre les feuilles. Alors, en préparation de la floraison, un méristème primaire ou secondaire se transforme en méristème floral ou en méristème d'inflorescence, dans lequel la phyllotaxie se retrouvera. Alors, phyllotaxie usuelle, vous avez les images classiques, ici. Donc, nous, on s'intéressera dans la suite à la phyllotaxie alterne spiralée, c'est-à-dire la première en haut à gauche. La petite feuille, c'est la dernière, et plus elles sont âgées, plus elles sont grandes en taille. Voilà, donc vous avez un certain nombre de phyllotaxies, on ne s'intéressera qu'à la première. Vous avez ensuite les principales inflorescences simples. Vous avez les épis, les chatons, les grappes, la troisième, corymbe, ombelle, capitule, glomérule. On peut remarquer que le capitule, c'est une inflorescence en grappe dont toutes les fleurs se sont concentrées au sommet de la tige, avec formation d'un réceptacle, plus ou moins en forme de disque, on l'a vu sur les fleurs de pâquerette tout à l'heure, plus ou moins bombé ou creusé, mais à ce moment-là, c'est une inflorescence de même type qui est simplement condensée, fortement condensée. On continue. Alors j'ai fait sur GeoGebra, qui est une application de géométrie, de calcul de construction géométrique bien connue des lycéens, j'ai fait une simulation qui tient compte de ce qu'on vient de dire. Le point rouge est le centre du méristème, celui-là, il ne bouge pas. Sa zone d'inhibition, autour, qui est le cercle rouge, ne bouge pas. Donc le premier méristème qui se forme
le premier primordium qui se forme, il est en A. C'est le point vert. Le deuxième qui se formera, c'est le point bleu de l'autre côté. Donc, dans un premier temps, l'endroit où, si on prend le point rouge et le point vert, l'endroit où l'inhibition est la plus faible, c'est bien le point bleu que vous voyez sur la figure 2. Là, il s'est formé. Automatiquement, il y a un autre espace de moindre inhibition qui va se former ici au point C1 ou C2. Alors, selon que la spire va tourner dans un sens ou dans l'autre, c'est C1 ou C2. Dans la suite, j'ai pris C1. Il y a des plantes qui tournent dans un sens autant que dans l'autre. Et à ce moment-là, vous voyez que petit à petit, en même temps, les primordia qui sont déjà formés se sont éloignés, la distance est multipliée à chaque fois par 1,15, et on arrive finalement à la distribution, après 12 formations, la distribution qui est ici. Le problème est-ce que là-dessus on peut faire coller une spirale? Eh bien oui, par une chance inouïe, je ne sais pas comment j'avais prévu ou pas prévu, mais en prenant les méristèmes avec une même zone d'inhibition en diamètre, ben on tombe sur la spirale d'équation R égale exponentielle de bêta sur D. Et vous remarquerez qu'à part A et B qui étaient dans des formations initiales, ben tous les autres points, que ce soit C, D, E, F, GH, etc., ils sont à peu près sur la spirale. Je dis à peu près parce que j'ai fixé le point approximativement, manuellement, sur la figure. Et si je fais une erreur de 1/10 de millimètre sur l'écran, ben ça sera multiplié par 25. Donc il y en a qui sont un peu en dehors, au-dessus ou un peu en dessous. Donc voilà ici. Donc on va passer à la suivante. Vous retrouvez la même spirale ici, les deux descendent de gauche, et vous avez à ce moment-là des premières parastiches qui apparaissent. Vous avez des parastiches rouges et des parastiches vertes dans l'autre sens. Il y en a 5 dans le sens horaire et 8 dans le sens anti-horaire. À côté, vous avez la spirale d'équation R égale exponentielle de T sur 80. Donc automatiquement, T sur 80, c'est plus petit, les spires sont plus serrées et les parastiches sont plus nombreuses. Je continue ici. C'est speed, vous le remarquez. Alors là, c'est T sur 240. Alors là, j'ai pas tracé les parastiches sur la figure de gauche, mais vous devinez bien que on voit des alignements courbes, enfin alignements, des dispositions sur des courbes, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Alors ils sont matérialisés dans les deux photos de droite, où vous avez deux ensembles de parastiches H, spirale 3, deux ensembles de parastiches H, 13 vertes et 34 rouges, et en bas c'est des anti-horaires, 8 vertes et 21 rouges. Si vous vous souvenez de ce qu'étaient les nombres de la suite de Fibonacci, ce sont non pas deux termes consécutifs, mais deux termes qui se suivent en sautant un. C'est pas le suivant, c'est celui d'après. Donc c'est UN plus 2 et UN. Alors que quand on était sur la précédente, ici, sur celle de gauche, c'était 5 et 8, c'est-à-dire que si on prend une parastiche sans horaire et une parastiche sans anti-horaire, j'y arriverai, eh bien, c'est deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Donc, dans toutes ces situations, on a automatiquement... Alors, on va passer quand même à quelques photos de plantes. Alors, vous avez ici Sempervivum arachnoideum. C'est la seule espèce que je connais sur laquelle vous pouvez voir à la fois la spirale générative, il suffit de suivre le fil, si vous y arrivez, et en même temps les parastiches. Est-ce que vous voyez les parastiches dans un sens et dans l'autre?
Normalement, c'est 5 et 8. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai mis des photos de plantes à tiges courtes qui viennent du Conservatoire botanique Pierre Fabre, dans la serre donc, de Cambounet-sur-le-Sort. Donc il y a un pachypodium qui vient de Madagascar. Ensuite, vous avez l'agave Victoria Reginae, Afrique du Sud, et le célèbre coussin de belle-mère qui vient donc d'Amérique du Nord. Très confortable, paraît-il. On continue. Alors, est-ce qu'on voit la spirale ou les parastiches sur d'autres fleurs? Eh bien, on s'aperçoit que sur des plantes qualifiées de primitives, c'est-à-dire elles ont conservé la phyllotaxie de départ, comme par exemple Magnolia grandiflora, vous voyez les parastiches ici sur les fleurons qui se sont transformés en graines. Vous les voyez ensuite dans le violet sur les étamines. Vous les voyez ensuite en dessous sur les tépales. Vous voyez que ça fait une spirale. Hein? Ensuite, à droite, vous avez une photo de Ranunculus conjunctifolius, sur laquelle j'ai eu la chance de tomber juste au moment où elles allaient se disperser un peu dans tous les sens apparemment, et on voit bien les parastiches sur les étamines. En dessous, vous avez Ranunculus pyrenaeus sous-espèce Kupferi, à droite, où la spirale apparaît sur le chevauchement des pétales, comme sur, à gauche, Ranunculus auricomus. Vous le voyez, là, les pétales se chevauchent toujours dans le même sens. On continue. Alors là, ici, c'est beaucoup plus difficile à trouver. On ne les voit guère que sur les cartels, c'est-à-dire au centre de la fleur. Je passe. Alors, on va passer maintenant sur les inflorescences en grappes. Inflorescences en grappes, vous avez Neotinea ustulata, prise dans sa toute jeunesse, Phytolacca americana qui a été pris en fruit. Dans mon jardin, je vais pas loin. Hein. Ici, ensuite, Phytoma spicatum, vous les voyez, les spirales là, et ensuite Muscari comosum. On peut faire une petite remarque sur Muscari, c'est qu'on voit bien les parastiches sur les fleurs fertiles qui sont prêtes à s'ouvrir en bas, et en haut, on s'aperçoit que l'appareil photo a été ébloui. Ébloui par quoi? Ben, par les ultraviolets que renvoient ces fleurs stériles et qui servent de petits drapeaux comme les conducteurs de touristes à Venise. Hein, pour que tout le monde se reconnaisse quand il y a plusieurs navires de croisière qui sont en même temps. On continue. Alors, capitules des astéracées, on va passer maintenant sur des capitules avec des fleurons plus nombreux. Alors, Pallinis spinosa, vous les voyez, les spirales, là, on les voit bien. Ensuite, à côté, Elianthus letiflorus, et ensuite, Elianthus annuus. Donc là, je vais faire un petit zoom. Ici, le zoom, il est ici. Ah, il ne veut pas me le prendre, c'est pas grave. Donc, Elianthus, ça c'est le tournesol commun, et ensuite ici, sur, simplement, un pissenlit. On s'aperçoit que sur toutes ces photos, je vais quand même essayer de... Oui. Ouais, non, c'est pas grave. On voit que sur le pissenlit, le réceptacle est devenu sphérique, comme une balle de golf, et à ce moment-là, on voit les parastiches. On ne les voit pas sur le truc initial. J'y ai presque terminé. On en est aux astéracées toujours, les différentes étapes de la formation d'un capitule de tournesol. Donc à gauche, en haut, ben, vous avez un jeune capitule prêt à s'épanouir. Vous remarquerez que les bractées à la base des fleurons dépassent les fleurons. Ce qui reste le cas à droite, en haut, et à ce moment-là, on a encore un capitule en croissance qui fait que les spirales, enfin les parastiches, ne sont pas encore perturbées par l'arrêt de croissance en diamètre du capitule. C'est-à-dire que les fleurons sont encore de plus en plus petits et ils peuvent tous rentrer.
mais ça ne dure pas, c'est-à-dire que assez rapidement, le diamètre va se stabiliser à son maximum et ceux qui sont au centre n'auront plus la place de se développer. Et à ce moment-là, au moment où ça forme les akènes, vous les avez à gauche en bas, et sur la figure à droite en bas, vous voyez que tout autour du capitule, les parastiches sont régulières, alors qu'au centre, elles commencent à se mélanger un peu, puis disparaissent. Sur ce capitule, j'avais compté, je me souviens plus exactement, il y avait 1400 graines de tournesol. Le lendemain, il y en avait moins parce qu'il y a des oiseaux qui étaient passés par là. Donc, on termine. Alors, les capitules à nombreux fleurons, il y a également notre cher artichaut. Et là, j'ai simplement fait une section, vous pouvez le faire chez vous, il n'y a pas de problème, hein. Je l'ai mangé après, hein. Une section juste à moitié fleuron. Alors, vous voyez très bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire que sur le tour, les parastiches sont régulières, alors qu'au centre, elles deviennent moins nombreuses, il y a un changement de nombre, et au milieu, elles sont complètement floues. Et à droite, vous avez la même chose sur Carlina acantifolia. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment se comporte notre cher cardamel. Eh bien, pendant l'hiver, le capitule se dessèche et les bractées qui sont soudées entre elles, qui portaient les fleurons, se détachent. Et quand on regarde dessous, eh bien, on voit que sur le bord, les parastiches sont régulières et vers le centre, elles se perdent petit à petit. Je vous remercie de votre attention. Voilà.